Moi, je m'appelle Kamar Alpha, je suis un acteur associatif basé à Rabat. Voilà, j'appartiens à la plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc en tant que secrétaire général. Voilà, je suis aussi membre d'une petite association qui s'appelle Alekma, Association Lumière sur l'immigration au Maroc. Sampou Ibrahima Kabassan, je suis de nationalité guinéenne. Je suis au Maroc depuis 2010 et je suis président de l'association ADESGIM. ADESGIM, c'est l'association pour le développement et la sensibilisation des Guinéens migrants au Maroc. Présentement, je suis basé au sud, à La Youn. Je m'appelle Aimé Lokake, je suis de la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis Diallo Mamadou, je suis de nationalité guinéenne. Voilà, je suis le coordinateur général de l'association collective des communautés subsahariennes au Maroc. Voilà. D'autre part aussi, je suis juriste consultant auto-entrepreneur. Je suis Serge Aimé Guémou, je suis de nationalité camerounaise. Bien sûr, on vient tous de quelque part. Aujourd'hui, je suis citoyen du monde compte tenu de mon expérience. Je suis Tawal Saïd, je suis membre de l'association marocaine des droits de l'homme, responsable des relations internationales et en même temps membre de la commission migration et droits d'asile. Bon, moi, je suis arrivée d'abord au Maroc en 2008 par Oujda parce que je n'ai pas pris l'avion pour venir ici. J'étais sans papier. En 2013, j'étais à Rabat, dans la ville de Rabat. Parce que depuis le jour que je suis entrée au Maroc, j'ai vécu à Rabat. Après, voilà, j'étais à Rabat en 2013. Voilà, donc je suis arrivé au Maroc en 2014, février 2014. Donc je pense à coïncider à la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que bon, en termes d'expérience, je n'ai pas eu vraiment beaucoup trop de difficultés. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, j'ai eu un peu de soutien au début. Voilà, mais c'est après une année que ça a commencé à se compliquer parce que, voilà, bon, au début, mon arrivée, ce n'était pas pour s'installer. Donc, j'étais venu pour un projet personnel qui concernait mes études, donc ce qui n'a pas pu marcher. Après, à partir de là, maintenant que ça commence à compliquer parce que voilà, les soutiens n'arrivaient plus. Et en plus aussi, voilà, donc il fallait que je m'adapte, je puisse vraiment travailler pour mon intégration personnelle. Donc c'est à partir de là que ça a commencé à se compliquer. Bon, je peux dire les 2015 comme ça a commencé à un peu se compliquer. Après, voilà, donc je suis rentré dans la société civile marocaine, j'ai commencé à me battre pour me régulariser. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré quelques structures que je ne veux pas nommer ici parce que c'est pas, voilà, ça va vraiment bon. Donc qui m'ont apporté quand même quelques soutiens, mais bon, ça n'a pas pu marcher. C'est dans ce cadre-là que voilà, j'ai toujours continué à me battre jusqu'à ce que j'ai rencontré l'association où je travaille actuellement et dont je suis le coordinateur, le collectif de communautés subsahariennes au Maroc. Déjà en 2010, j'ai intégré une association ici au Maroc, à Rabat. Bon, en 2013, avec la nouvelle politique migratoire du Maroc, c'était dû au rapport du CNDH par M. Idriss Azami. Après, bon, j'étais ici au Maroc, ils ont dit que non, par rapport à la stratégie nationale d'immigration et d'asile, ils vont donner les documents à tous les sans-papiers. Mais il y avait des critères à faire. Donc, parmi les critères, il fallait qu'une personne puisse faire plus de 5 ans, ou bien la personne qui a une maladie, et puis la personne qui a accouché ici, et puis la personne qui est mariée, soit avec un Marocain ou bien une Marocaine ici. Bon, moi, comme je suis arrivée en 2008, donc en 2013, j'avais totalisé 5 ans. Après, bon, j'étais obligée d'aller postuler pour que je puisse avoir une carte de séjour. Bon, on nous a demandé juste la carte consulaire. J'étais partie à l'ambassade, j'ai pris la carte consulaire et puis il fallait présenter une preuve que tu as fait 5 ans.
comme je me suis été enregistrée au niveau des Caritas, on m'a donné le formulaire qui prouvait que j'ai fait 5 ans. Je suis allée à Wilaya, j'ai déposé. Après, j'ai eu ma première carte de séjour en 2014. Je pense en mai 2014, j'ai eu ma carte de séjour. Moi, je dirais que d'abord, cette politique m'a ouvert les portes du militantisme. Voilà. Et à cette même époque, moi, j'ai intégré le Conseil des migrants subsahariens. Voilà, donc en tant que représentant de la communauté guinéenne. Et là, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la mobilisation, la sensibilisation des migrants, non seulement guinéens, mais aussi d'autres migrants subsahariens, pour se régulariser, pour les sensibiliser, des volets d'intégration, la promesse qui a été annoncée par cette politique et tout ça. Alors en 2016, je vivais normalement à Rabat, qui est ma ville d'adoption, parce que Oujda, oui, Oujda c'est ma ville d'accueil. Et déjà en 2013, je militais déjà au sein de l'association Conseil des migrants en tant que vice-président. Et bien sûr, j'avais déjà eu le vent de ce qui devait se passer en 2013 et j'avais déjà régularisé ma situation à moitié, ce qui a fait de moi un agent interlocuteur de toute la grande politique. Donc j'ai beaucoup contribué en tant que chef de mission dans les différentes villes, étant très mobile pour la sensibilisation de la bonne nouvelle qui a été pour nous un sésame très important que jusqu'à aujourd'hui nous continuons à maintenir. La SNIA, c'est un projet bien sûr financé par l'Union européenne, il faudrait savoir ça. Très important, et ça rentre dans ce cadre-là. Donc pour nous, c'était un tout petit peu un moyen d'essayer d'absorber les effets, si tu veux, d'une politique européenne qui va venir, qui est aujourd'hui mise en place, et qui essayait de montrer à l'Union européenne que c'est un bon élève et qui peut jouer les différentes casquettes. Essayer de faire en sorte de récupérer ceux qui étaient là, ce qu'il a appelé la régularisation et l'intégration, et en même temps jouer le rôle de gendarme de contrôle des frontières. Je situe la SNIA dans le contexte global de sa mise en place. C'était un moment où le Maroc a commencé à redéployer ses nouvelles outils pour essayer, comment dire, de montrer à ses partenaires, ses maîtres, partenaires de l'Union européenne, qu'il a une politique de migration, et qu'il gère la question de la migration de manière, comment dire, respectueuse des principes et des accords qu'elle a avec l'Union européenne. Ça, c'était l'élément 1. L'élément 2, la SNIA est venue à un moment où le Maroc était en train de préparer son retour à l'arsenal, à l'Union africaine. Donc, ce qui fait, il préparait son entrée. Donc, il fallait montrer aussi aux pays africains qu'il est là, il est prêt à jouer un rôle important dans la question migratoire. Moi, selon moi, le bilan est positif. Pourquoi? Parce que quand j'avais eu ma carte de séjour en 2014, comme j'avais perdu mes diplômes, tout ça, j'étais obligée de faire des formations. J'ai fait la formation en pâtisserie. Pendant 1 an, j'ai eu le diplôme à l'entraide nationale. J'ai fait encore la formation sur garderie et crèche pendant 1 an. J'ai eu les diplômes. J'ai fait le stage à l'école publique. C'est la Caritas qui m'a aidée pendant 3 ans. Donc, je faisais que des formations en formation jusqu'à ce qu'en 2020, j'ai obtenu mon premier travail. J'ai eu le contrat. Bon, c'était le contrat de Moukata on légalise tout ça là, mais j'avais mon salaire. Et puis, je me suis enregistrée à CNSS. Après, le projet était fini en juillet 2021. Après, j'ai eu un autre travail, que j'ai eu le contrat du ministère de l'Emploi. J'ai eu le contrat vraiment avec le visa. Et puis voilà, je travaille jusqu'à aujourd'hui.
Donc je vais dire, pour moi, le bilan est positif parce que j'étais ici sans papier, je n'avais rien comme document. Maintenant, j'ai la carte de séjour, j'ai mon passeport, j'ai ma permis de conduire, j'ai tous les documents. Mes enfants sont scolarisés, donc voilà, je suis bien. Le bilan de la stratégie d'immigration et d'asile, pour moi, elle est vraiment positive, car en tant qu'acteur, en tant que migrant aussi, parce que j'ai commencé d'abord par être migrant, je fus bénéficiaire, il faut le dire, et aujourd'hui je suis acteur. Donc pour moi le bilan est positif. Nous voyons aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas un exemple, mais au moins l'expérience que j'ai, je profite aujourd'hui pour le partager avec des jeunes, pour les faire comprendre que c'est grâce à cette stratégie que nous avons eu l'opportunité déjà de se faire découvrir, de se faire connaître et de se faire accepter par notre pays hôte et aussi par la population marocaine. Donc voilà un peu, ça a été une opportunité, ça reste toujours une opportunité pour nous aujourd'hui et nous devions en profiter. Surtout le Maroc a été très courageux de pouvoir lancer cette campagne. Ce n'est pas facile de régulariser les étrangers, même les pays européens, nous voyons comment ça se passe. Et il faut bien préciser que le Maroc a régularisé les migrants avec simple document d'identification comme carte consulaire. Donc, il faut comprendre que c'était vraiment un geste humanitaire de son chef d'État. Je pense que s'il faut parler de bilan, je pense qu'en toute sincérité, je dirais que le bilan est mitigé. Mitigé dans la mesure où, en fait, mitigé, je dirais moitié-moitié. Voilà. Pourquoi? Parce que on reconnaît que, à titre personnel, je le dis encore, je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'avancées, des changements importants qui ont été enregistrés depuis la mise en place de la nouvelle politique migratoire en 2013. Concernant certains de ces changements, je parlerai par exemple de l'éducation. Avant 2013, il était très difficile de faire intégrer les enfants dans les écoles publiques marocaines. Mais après 2013 jusqu'à maintenant, aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées. Voilà, l'administration marocaine est de plus en plus enrôlée dans cet aspect. Les enfants intègrent facilement l'école publique marocaine. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais on peut les minimiser par rapport à tous les efforts qui ont été consentis pour pouvoir obtenir ces résultats. Et dans d'autres domaines aussi, il y a eu quelques réussites. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bilan est mitigé. On peut dire qu'à ce jour, on a comme l'impression que la migration est en train d'être mise au second plan. Malheureusement, au début, on a compris que on avait pensé que c'était vraiment une bonne chose, une intégration parfaite qui a été étalée pour les migrants. Mais malheureusement, après la première campagne de régularisation en 2014 et la deuxième, moi personnellement, en tant que acteur majeur dans ce travail-là, je me suis rendu compte que c'est une forme, je peux dire même une trahison, parce que les promesses qui ont été annoncées par la politique n'ont pas été tenues. Donc les migrants se sont retrouvés dans une situation très précaire. Et voilà, les migrants qui ont été régularisés par cette première et deuxième campagne de régularisation se sont retrouvés dans les situations irrégulières parce qu'ils ont eu assez de problèmes pour renouveler leur carte. Donc ça les a encore retourné leur statut au statut initial. Donc avec toutes les opérations de refoulement, de répression, soit à Rabat et même aussi dans les villes frontalières comme à Nador, comme à Tanger. Et je suis resté dans ce même cadre-là jusqu'à aujourd'hui. On n'entend plus parler de cette campagne, on n'entend plus parler de la régularisation, on n'entend plus parler de l'intégration. Et voilà, il n'y a même pas de bilan que les autorités nous donnent pour dire que voilà, cette
intégration, cette régularisation, cette politique a donné ça et ça et ça. Et je vous rappelle même que la deuxième campagne de régularisation n'a pas connu jusqu'aujourd'hui les chiffres. C'est-à-dire les statistiques pour dire que voilà, il y a eu tel nombre de personnes régularisées, tel nombre, comme ainsi de suite. On n'a pas eu jusqu'aujourd'hui ces chiffres-là. C'est que d'après mes mes lectures très transversales de la SNIA, tous les outils d'intégration n'ont jamais réussi. Tout ce qu'a fait, que ce soit lorsqu'on avait le ministère de la Migration, c'est un tout petit peu financer des petits projets de formation dans le domaine vraiment très aléatoire par rapport à une situation de régularisation. Pour les femmes, la tapisserie, peut-être travailler dans les, dans les boulangeries, etc. C'est des métiers très minimes. Et les petits financements des petits projets qui n'ont pas réussi. Beaucoup de migrants ont mis en place des petits projets financés dans le cadre de la SNIA, n'ont rien donné. Le deuxième volet de la SNIA, c'est un tout petit peu, appuyer, si tu veux, les projets d'intégration régionale. Mais à ma connaissance, jusqu'à maintenant, les projets d'intégration régionale n'ont rien donné. Il y a quelques cas où peut-être les ONG ont joué un rôle ou bien les fondations internationales, mais vraiment des cas très, très particuliers. C'est le cas, par exemple, d'une association à Asfro qui a essayé d'aider l'intégration des migrants parce qu'ils les ont aidés à faire du travail, à faire des études sur l'agriculture et en même temps les intégrer à travailler dans le domaine. Mais à part ça, les quelques intégrations, c'est vraiment limité. En général, les stratégies n'ont pas entraîné un modèle d'intégration des personnes dans notre pays. Bon, il faut dire que bon, le bilan est quelque part négatif, mais aussi quelque part positif. Positif dans certains domaines, quand je prends par exemple l'éducation, au côté santé, on peut dire que oui, à ce côté-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui continuent d'être encore faites, que ce soit par le gouvernement, mais aussi par les acteurs de la société civile. Peut-être l'autre côté aussi, c'est ce qu'il faut dire, c'est que la régularisation aussi a été un des facteurs qui était positif, même si aujourd'hui, voilà, ça peut être le côté négatif que je vais développer plus tard. Donc voilà, et je pense aussi c'est que aussi qui peut être aussi un facteur qui peut être considéré comme un facteur positif qui est peut-être de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, c'est que ça renforçait le vivre ensemble. Ça renforçait le vivre ensemble, la cohabitation. C'est vrai que cette politique, quelque part d'une volonté gouvernementale, mais à un moment donné aussi, c'est qu'il y avait aussi la société civile marocaine ici aussi qui était impliquée dans toute cette dynamique d'accueil et de vivre ensemble. Donc voilà, donc je pense que la stratégie a aussi développé parce que ça a facilité à ce que les personnes migrantes puissent être intégrées dans beaucoup d'espaces de discussion qui ont porté des plaidoyers, qui ont maintenant, jusqu'à où nous sommes maintenant, mais seulement peut-être... Voilà, maintenant, ce qui est de négatif, c'est qu'il faut voir c'est que c'est dans la pérennité de tous ces programmes qui est en train d'être fait. Donc, c'est là où nous avons quelques soucis parce que quand vous prenez, par exemple, la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui était l'élément incubateur de la politique d'immigration et d'asile ici, ça fait maintenant 4 ans, on ne parle plus de cette politique. Je pense la dernière fois que nous nous sommes rencontrés en termes d'une activité majeure pour discuter de ça, c'est en 2016, je pense à Skrirat. Si je ne me trompe pas, oui, c'est en 2016 à Skrirat. Donc depuis ça, il n'y a pas maintenant de rencontre. On a vu notre
département ministériel qui était là, le ministère chargé de la migration des Marocains et de l'étranger, disparaître comme ça. Et de plus encore, il y a plus maintenant d'interlocuteurs comme avant. Comme avant, on avait souvent des rencontres, des discussions et d'évaluations. Et voilà, donc ce sont ces facteurs qui sont aussi des facteurs qu'on considère qui sont des facteurs inquiétants. On ne peut pas dire des facteurs purement négatifs, mais des facteurs qui nous inquiètent, nous, en tant qu'acteurs de la société civile. Donc, malgré que nous avons critiqué le contexte dont il est venu, parce qu'il est venu dans un contexte où il y avait les années de plomb que le migrant a subi. Il a subi beaucoup de violations. Donc, c'était vraiment des acquis qui sont très important, surtout la question de la régularisation, la question de l'intégration des migrants, la question de veiller sur les droits des migrants. Il ne faut pas des exceptions, cependant il y avait les 5 caractéristiques, le caractère que vous avez vécu. Il faut quelqu'un qui sera marié par une Marocaine ou une subsaharienne mariée avec un Marocain ou quelqu'un qui travaille, qui a une contrat de travail, contrat de bail, et dans ces critères-là. Donc voilà. Beaucoup des acquis, il n'y avait pas de refoulement en ce moment-là, surtout les deux premières années, malgré ces conditions-là. Mais aussi, surtout, cet retour en arrière un peu sur la question de la régularisation des personnes migrantes, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui étaient bénéficiaires de la régularisation exceptionnelle, des phases de régularisation exceptionnelle, sont en situation administrative irrégulière. Parce que, voilà, même si, comme vous savez, ces personnes étaient des personnes qui étaient régularisées sans condition, même si la loi impose des conditions de régularisation, mais c'était une régularisation qui était une régularisation exceptionnelle. Donc, il y avait pas, des personnes n'étaient pas soumises à des conditions. C'est pourquoi, pendant maintenant, avec ces années de régularisation, que les personnes soient soumises à des conditions de régularisation et qu'il n'y a pas eu de politiques qui peuvent soutenir ces personnes régularisées à intégrer des programmes, notamment d'employabilité, ou des programmes qui peuvent quand même permettre l'autonomisation individuelle des personnes. Donc ça crée beaucoup de situations qui fait que beaucoup de personnes sont actuellement en situation administrative irrégulière. Donc ça, c'est un facteur qui est aussi un peu inquiétant pour nous les acteurs. On a été, depuis à la source, depuis l'annonce, on a été des acteurs qui ont transmis les promesses de la politique migratoire aux migrants. Donc au début, les migrants nous croyaient beaucoup, mais depuis que ces répressions ont commencé et que les promesses n'ont pas été tenues, selon ce constat-là, nous, on s'est retrouvés en tant qu'acteurs, comme acteurs trahis. Ouais. C'est un peu compliqué. Et comme je l'ai dit, il y a certes eu des efforts, mais je pense qu'il faut que l'État accepte de revenir à la charge de relancer toute cette dynamique qui a commencé en 2013 jusque dans les années 2016-2017. Donc c'est important que l'État puisse relancer, puisqu'il y a des problèmes qui subsistent. Voilà, les migrants sont de plus en plus nombreux ici, et nous qui sommes des acteurs communautaires, nous sommes à l'écoute de nos frères et sœurs. À chaque fois, ils nous posent des questions à quand est-ce que l'État va, par exemple, relancer les campagnes de régularisation. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réponse à leur donner. Généralement, il y a des conditions qui ont un peu changé. Pourquoi? Parce qu'avant, premièrement, on avait eu la carte de séjour de 1 an, renouvelable. Mais pour renouveler en 2015, c'était juste la facture de REDAL, la carte consulaire et la carte SAFI. Tu peux renouveler. Maintenant, en 2018, ça a changé. Il faut avoir les contrats de bail, tout ça là. Après, ça a changé encore. Il faut les contrats de travail. Donc, les conditions, ça a un peu changé. Mais ce n'était pas dû avant. Quand il nous a dit qu'on sera renouvelé, on aura la carte de séjour, bon, on ne savait pas que
dans 5 ans, ça peut changer, que non, il faut travailler, il faut avoir un contrat de bail. Donc les conditions là, ça nous a surpris. Heureusement, les autres avaient obtenu le travail, mais les autres, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des difficultés. Il y a d'autres bailleurs de maisons qui ne donnent pas les contrats de bail, donc ça bloque toujours. Donc il y a d'autres personnes qui sont revenues comme avant, comme au départ, mais il y a d'autres personnes qui ont évolué. Donc je peux dire c'est 50-50. Il y a des côtés positifs et puis il y a des côtés, c'est pas négatif, mais c'est des côtés pour améliorer. Aujourd'hui, je sais que je suis dans mon Eldorado. Le Maroc, pour moi, c'est le pays de mon rêve. Et je suis ici, j'ai fait venir mon épouse. Quand on s'est marié officiellement en 2012, nous avons notre petit-fils qui est né ici, Rossi déjà, qui a le même nom que l'auteur. Et il est né ici, il a commencé l'école ici. Et même mon déplacement actuellement sur Tétouan, il est en train de s'intégrer déjà au niveau de Tétouan. Et je me dis c'est une fierté pour moi de vivre au Maroc.